Aujourd'hui, je vous présente le livre de Sama Karaki, Le talent est une illusion. Sama Karaki, elle est née en 1984 à Dubaï et elle grandit, elle va étudier la biologie à Beyrouth au Liban. Elle est docteure en neurosciences et elle va fonder en 2014 le Social Brain Institute, qui a pour but de s'appuyer sur les apports des sciences cognitives pour promouvoir une justice sociale. La première partie, qui s'intitule « Aux origines de la fiction », nous parle du piège de la cause unique pour essayer de justifier ce qu'est le don. Alors évidemment, chacun a sa propre théorie sur l'origine du talent et chacun a tendance à privilégier une source d'influence sur beaucoup d'autres et à désigner un ingrédient clé du succès qui va varier en fonction de sa propre histoire et de sa propre expérience. Alors, outre la capacité intellectuelle pure, on invoque souvent le travail acharné ou alors la motivation, la persévérance et puis aussi le courage. Et certains spécialistes défendent avec force la vertu de la pratique parce que selon ces mêmes spécialistes, 10 000 heures de cette pratique suffiraient à faire de quasiment n'importe quel individu un expert dans n'importe quel domaine. Et puis d'autres vont défendre la puissance des différences génétiques dans les aptitudes cognitives, mais aussi artistiques et sportives. Ou d'autres encore, ils vont insister sur le rôle de la concentration, d'autres sur celui de la détermination avec une espèce d'état d'esprit particulier qui serait animé par les vertus de la motivation ou d'une curiosité intellectuelle. Alors ces thèmes-là, ils reviennent souvent dans les livres de développement personnel qui fleurissent en ce moment. On a une espèce d'éthique du pouvoir de l'esprit qui serait alimentée par une tradition d'individualisme. Et finalement, le succès serait alors, si on les écoute, une affaire de mentalité. Et ça pourrait être acquis par pure volonté, finalement. Et selon ces mêmes adages, les individus ne sont donc pas responsables de l'endroit où ils naissent, évidemment, personne ne choisit sa naissance, ni le lieu où ils sont nés, mais en revanche, si on suit leur logique, les individus seraient responsables de l'endroit où ils aboutiraient. Alors, attention, les capacités individuelles aident probablement les gens à aller de l'avant, mais à elles seules, ces caractéristiques ne vont pas suffire. Parce que le développement humain, il ne se produit pas dans le vide. Les chances de réussite des gens dans la vie, ils sont en fait moins déterminés par leur talent inné, leur travail acharné, leur état d'esprit, que finalement par leur point de départ au sein d'une structure existante d'inégalité d'héritage, de discrimination et de variation des opportunités. Alors on parle d'un accès différentiel à des formes de capital culturel et social, ainsi que le reflet d'une éducation plutôt que de dispositions qui seraient uniquement personnelles. Cependant, une idée dominante, une idéologie dominante de la méritocratie a eu tendance à surestimer les effets des facteurs individuels sur la réussite et à sous-estimer les effets des facteurs structurels. Et le reste de ce livre va se consacrer à inverser cette histoire pour chacun des trois supposés déterminants qui sont le talent inné, le travail acharné et les bonnes attitudes mentales. Et pour en finir avec le mythe du génie solitaire, l'auteur Sama Karaki va tenter d'identifier les influences qui ont conduit à rendre quelques individus capables de remarquables exploits. Alors, repenser le talent, le mérite, a de larges implications et notamment à l'école et dans le monde du travail, puisque ce sont ces deux lieux où les fictions du talent sont les plus prégnantes et les plus déterminantes. Alors, pour commencer, attardons-nous 2 secondes sur ce qu'est la neuroscience, ce que sont les neurosciences. C'est l'étude du fonctionnement du cerveau
de son unité de base, donc à savoir le neurone, jusqu'aux réseaux neuronaux complexes. Et les neurosciences, elles visent à apporter une preuve biologique au processus psychologique. La biologie moléculaire, elle a beaucoup apporté aux neurosciences, mais un examen détaillé des gènes ou des parties du cerveau ne vont pas suffire à comprendre comment nous devenons ce que nous devenons. Aussi, les sciences sociales, comme par exemple la sociologie, parle de réductionnisme biologique ou de psychologisme pour qualifier la démarche de ces biologistes qui cherchent à expliquer les comportements sociaux en les réduisant à des niveaux biologiques ou psychologiques, comme le fait de réduire le talent au niveau des gènes par exemple, ou de la nature humaine au niveau des zones ou des circuits neuronaux. Donc on peut dire que les trajectoires humaines sont ainsi une interaction entre les aptitudes initiales que l'individu possède, l'environnement et l'expérience intime. Et de fait, il est essentiel pour les expliquer d'adopter une approche qui serait multidisciplinaire avec de la biologie, mais aussi de l'anthropologie, de l'histoire, de la sociologie, etc., etc., etc. Alors, comment on définit le talent ? Pour les chercheurs, il s'entend comme un potentiel. C'est une aptitude exceptionnelle avec de fortes racines biologiques qui pourrait prédire ou expliquer la performance supérieure des individus. C'est aussi la maîtrise exceptionnelle de compétences, de savoir, d'aptitudes par un individu qui le placerait ainsi parmi les plus performants de ses pairs. Et ça implique que l'individu passe par un certain niveau de pratique et d'effort. Et le problème, c'est que prendre le talent pour expliquer une performance, cela fait reposer son existence sur ses prétendus effets. Et le talent n'est pas observé directement, mais il est déduit de l'expérience. Par exemple, on va dire « elle chante bien, alors elle a du talent ». Bon, ok, mais il faudrait être certain que sa performance de chant ne puisse pas être expliquée par autre chose que le talent. Comme par exemple le fait que cette personne ait accès à des dispositifs d'apprentissage exceptionnels ou que cette personne baigne dans une culture familiale où le chant a une grande place, etc. etc. Cela dit, notre propension à attribuer des capacités exceptionnelles à des dons personnels, c'est pas quelque chose de récent. La notion intrigante du talent, en fait, elle va trouver son origine dans la Grèce antique et le mot talent provient du nom d'une monnaie ou d'une unité de poids qui était le talentum, qui représentait à peu près 30 kilos d'or ou d'argent. Et de cet instrument de mesure qui est objectif, la définition au fil de l'histoire va devenir de plus en plus figurée, incertaine et finalement ambiguë. Et dans les évangiles, Dieu octroie de façon aléatoire des dons aux hommes et charge à eux après de les faire fructifier par le travail. Et ça va aboutir à la métaphore selon laquelle nous allons naître avec des dons qui sont différents, des dispositions, des avantages et des désavantages qui seraient choisis par les divinités. Et puis la métaphore, elle se diversifie et le talent, ça va devenir un attribut que l'on va donner aux personnes qui ont tiré le meilleur parti de ce qu'ils ont reçu comme don divin ou naturel. Et comme ces dons ne sont pas égaux à la naissance, ça va se convertir logiquement en récompense inégale, mais toutefois que l'on va considérer légitime. Et puis le XVIIIe siècle et les Lumières, avec son opposition à l'Ancien Régime et tout ce qu'il y avait comme privilège héréditaire, vont installer de façon durable la notion que le succès symboliserait la force du mérite individuel, qui serait finalement entendu comme une combinaison entre le talent et l'effort. Et ça ferait référence à l'émancipation et à l'accomplissement des individus.
Mais en fait, comme dans les évangiles, la réussite par le talent et la vertu de l'effort, elle a aussi une utilité sociale et elle va répondre à une injonction de perfectionnement individuel. Le but étant bien sûr de distinguer ceux qui peuvent être promus, récompensés, bref, ceux qui ont droit au mérite. Alors la première occurrence de méritocratie va apparaître dans un ouvrage dystopique du sociologue britannique Michael Young en 1958. Notre société méritocratique actuelle, elle suppose que le mérite ne soit plus lié à une aristocratie de naissance, mais à la formule talent plus effort. Aussi, donc, les emplois, les statuts, les postes doivent être, selon cet idéal politique, attribués aux mieux qualifiés et finalement, quelles que soient leurs origines. C'est l'exemple de Gatsby le Magnifique, qui est ce nouveau riche qui est confronté à Tom Buchanan, qui lui, par contre, est issu d'une grande famille riche, aristocratique. Et de fait, une grande société méritocratique, elle peut paraître tout à fait vertueuse et inspirante parce qu'elle va, elle va se fonder sur une puissante idée de liberté qui prétend donner aux gens ce qu'ils ont gagné par eux-mêmes. Et l'héritage n'est donc plus l'élément déterminant de la réussite sociale. Et ça induit finalement une promesse séduisante, celle de la réalisation de soi. Mais pour qu'une société méritocratique soit juste, il faut pouvoir sélectionner les élus. Et donc, pouvoir faire quoi? Eh bien, les identifier et les évaluer de manière objective. Alors cela étant dit, comment évaluer la qualité intellectuelle ou créative d'une personne? Parce que le potentiel intellectuel, il peut être évalué, il ne peut pas ou difficilement être évalué en utilisant une échelle de mesure univoque qui serait dépourvue de toute ambiguïté ou de toute subjectivité. Et pourtant, certains restent convaincus de leur capacité à déceler le talent juste d'un regard. Et pour se distancier de tous ces repérages quasi arbitraires, la société elle a fondé un idéal méritocratique qui met en place des mécanismes qui sont plus sophistiqués au niveau des sélections des talents. On a créé des épreuves, on a créé des diplômes, des concours d'admission avec des prix et des récompenses. Et ces formes d'évaluation qui sont a priori équitables, c'est-à-dire sans tricherie, sans corruption, ni privilèges spéciaux pour les gens riches, eh bien nous donnent l'impression erronée que ceux qui réussissent, ils l'ont fait par eux-mêmes, en respectant les règles et en travaillant dur sur leurs aptitudes naturelles. Et en réalité, les plus fortunés, eh bien, ils récupèrent encore et toujours la majorité de la distribution du mérite académique et professionnel. Et à l'échelle universelle, les personnes issues d'un milieu qui est pauvre, mais qui ont, eux, un QI élevé, eh bien, ils réussiraient moins bien que les riches qui auraient un QI plus bas. Et la charge de la preuve montre que d'autres formes de privilèges tels que le genre ou la couleur de peau, eh bien, ils continuent de l'emporter tout de même sur l'effort. Parce que les blancs moins éduqués eh bien, gagnent plus que les noirs qui sont plus éduqués. Alors dans la seconde partie qui s'appelle le talent dans les gènes, on va parler du potentiel qui serait inné. Alors quand on pense à des exploits littéraires, sportifs, scientifiques ou même entrepreneuriaux, on croit que ces individus ils possèdent des dons spéciaux, mystérieux et inaccessibles au commun des mortels. D'ailleurs, quand on parle d'eux, notre vocabulaire en dit long. On dit c'est une musicienne née, c'est un don de la nature, c'est un génie, c'est un miracle. On n'a qu'à juste lire les commentaires sur Elon Musk ou Bill Gates ou le créateur de Nike et j'en passe. Et devant de grands triomphes, on va crier donc au génie, au miracle, aux capacités innées et naturelles hors du commun.
Et cette notion de génie, elle a fait proliférer dans nos sociétés modernes des anecdotes populaires sur des personnes soi-disant dotées de capacités magiques ou des génies incompris qui seraient enveloppés d'une puissante aura d'originalité. Et par exemple, il n'a pas fallu attendre nos époques modernes pour que cela se passe. Rien qu'à l'époque de Newton, on a enterré Newton à côté des saints de l'abbaye de Westminster. Et les globes oculaires d'Einstein, ils ont été enfermés dans un coffre-fort qui existe toujours. Et son cerveau a été pesé, découpé et étudié. Et ces mythes de génie, ils vont trouver leurs origines dans la Grèce antique, où les muses, qui étaient les compagnes du dieu Apollon, elles venaient souffler à l'oreille des humains des idées créatives. Et les récits attribués aux créatures célestes ont souvent tendance à se concentrer sur des effets dramatiques. C'était des récits qui étaient imaginés comme des bouffées d'inspiration soudaine, des moments fortuits de génie ou des accès de folie. Et ce même processus va s'appliquer aussi aux innovations scientifiques. Et pourtant, est-il possible finalement qu'il n'y ait aucun éclair d'inspiration miraculeuse, aucun eureka comme on dit, mais en fait seulement du travail, du hasard aussi et des circonstances. Et les histoires anecdotiques sont souvent symbolisées par une espèce d'illumination soudaine, une ampoule qui s'éclaire à l'image de la célèbre phrase d'Archimède, donc Eureka. Et les grands auteurs, les grands compositeurs eux-mêmes ont pu alimenter ces anecdotes relatant le côté mystique et quasi sacré de l'illumination créatrice. Et pourtant, à chaque fois qu'il a été possible de découvrir des informations sur les méthodes de travail de ces fameux créateurs, bien il s'est avéré qu'en fait, elles n'avaient finalement rien à voir avec des inspirations mystérieuses. Il est juste facile de le confirmer. Quand on connaît l'histoire de Mozart, par exemple, il n'y a eu aucune illumination mystique sur ses créations, quand on sait que son père était déjà un très grand musicien et qu'il l'a mis à la musique de façon extrêmement précoce. Et tout ça, la romantisation de la création, puisque c'est ce que l'on fait, eh bien ça nourrit un imaginaire. Et cet imaginaire freine la constitution d'un récit collectif sur les découvertes et les chefs-d'œuvre qui reposent en réalité, et bien sur quoi ? Sur des petites étapes d'observation, et puis ensuite d'évaluation, des itérations, mais aussi il y a eu des faux pas, il y a eu des échecs, il y a eu des perfectionnements, il y a eu des reconstructions. Tout ça, c'est un processus qui est souvent collectif, qui mène ensuite à la création. Et à notre époque, le talent, finalement, on entend qu'il serait contenu dans les gènes. Alors bon, ok, tournons-nous un peu vers l'expertise scientifique et ce qu'elle révèle de l'opposition séculaire entre ce qui est inné et ce qui est acquis et les implications sociales qui vont en découler. Donc finalement, la question, c'est le talent est-il dans les gènes ? Donc dit simplement, l'inné, c'est l'ensemble des facteurs génétiques qui vont être transmissibles sans modification des parents aux enfants et qui sont donc héritables. Alors que l'acquis, ce sont toutes les variables environnementales qui influencent et façonnent qui nous sommes. Parmi lesquelles, comment nous avons été élevés, nos relations sociales et notre culture. Alors, cela étant précisé, une description de l'expression des gènes ne permet pas de savoir ce qu'ils font pour provoquer un comportement, un trait ou un supposé talent. Et pourtant, trop souvent, en génétique, la description d'un phénomène a été juste égale à sa compréhension. Et on parle d'un piège réductionniste. Et qu'est-ce qu'un trait qui est inné ? Alors, avant la découverte des gènes, c'est Darwin en 1859 qui expose l'idée fondamentale que via un processus de sélection naturelle dans les espèces les mieux adaptées à leur environnement, il y a eu plus de chances de survie et de reproduction.
Autrement dit, le succès reproducteur va dépendre de la transmission de caractéristiques clés qui augmentent les chances de survie de la progéniture. En 1856, c'est Mendel qui décrit comment les différentes caractéristiques des plantes sont transmises de génération en génération, et Johannessen en 1930 va introduire le terme de génotype et de phénotype, et ensuite peu de temps après, l'ADN sera découvert. Et dès lors va se généraliser l'idée que l'ADN, c'est comme un code génétique qui fournit un patrimoine biologique et héréditaire. Mais considérer aujourd'hui l'ADN comme le seul dépositaire de l'information biologique, c'est une erreur théorique et épistémologique qui écarte finalement toutes les autres représentations plus complexes du vivant. Et au fil du temps, la frontière entre l'inné et l'acquis, elle va être remplacée par une notion d'interaction permanente, non linéaire et pluricausale, entre les différentes composantes, celles de nos gènes, de nos cellules, tissus, organes, mais aussi cognitives, environnementales, émotionnelles, affectives et sociales de la vie humaine. Et opposer inné et acquis, c'est devenu graduellement dépourvu de sens. Et c'est le généticien et essayiste Albert Jacquard qui utilise l'image du ciment et de la brique pour illustrer les interactions entre l'inné et l'acquis. Les deux sont nécessaires, le ciment et la brique, pour la construction d'un mur, et les deux finalement interagissent ensemble. Et donc ce paradigme aboutit à admettre que les gènes seuls ne déterminent et ne causent pas non plus quoi que ce soit. Et cela nous a fait passer du réductionnisme à une représentation où les gènes s'inscrivent dans un champ de possibilités et de contraintes environnementales. Et le talent ne peut donc pas être inné, car il n'y a pas de relation directe entre les gènes et les caractéristiques physiologiques. Et l'idée populaire que l'intelligence et l'art sont liés à des gènes spécifiques est tout simplement faux. Par exemple, la bosse des maths, c'est une aberration sémantique. Et le talent n'est pas un gène, il n'est pas contenu dans nos gènes. Qu'est-ce qu'on doit faire de tous ces enfants que l'on dit précoces de partout ? Et la capacité des enfants précoces comme Mozart, en fait, elle se manifeste pas de façon soudaine. On passe pas, ces enfants-là, ils passent par les mêmes stades cognitifs que tous les autres, mais la différence entre eux et les autres, ça va résider dans la facilité et la rapidité avec lesquelles ils vont franchir ces étapes d'apprentissage. Par exemple, l'oreille absolue, qui fait référence à cette capacité qu'a une personne à identifier correctement une note rien qu'en l'entendant. Eh bien, le chanteur qui a l'oreille absolue, il peut chanter la note sans l'avoir entendue au préalable. Et cette oreille absolue, elle a été considérée comme une capacité rare que seuls quelques privilégiés pouvaient développer. Et on pensait qu'elle présupposait un certain patrimoine génétique doublé d'un entraînement particulier. Et pour déterminer si l'oreille absolue est véritablement héréditaire, eh bien, des cohortes familiales et ethniques ont été étudiées. Et le lien le plus fort qui a été trouvé sur un gène particulier, dont l'activité, ce gène-là a une activité qui est liée à la mémoire et à l'apprentissage. Il y a d'autres études qui ont été menées par Catherine Reis qui révèlent l'importance de la fréquence suivant la réponse et qui serait plutôt la capacité globale d'une personne à traiter les sons. Alors par exemple, certaines preuves suggèrent que les personnes qui parlent des langues tonales, comme le mandarin, dans lesquelles le même mot peut avoir des significations différentes selon le ton dans lequel il est prononcé, eh bien ces personnes-là seraient plus susceptibles de développer la capacité de l'oreille absolue. Alors qu'est-ce qu'on peut tirer de ces différentes études-là dont je vous ai parlé sur l'oreille absolue ? Eh bien, ce qu'on en tire, c'est que l'oreille absolue, elle serait liée à des régions génomiques, mais que chaque étude, en fait, va en identifier des différentes. Et donc, plusieurs gènes et plusieurs voies
sont probablement liés à la mémoire du travail auditif d'une personne, c'est-à-dire à sa capacité de se souvenir et à attribuer une signification à des sons comme des notes de musique. Et toutes ces capacités, elles nous semblent figées. Mais en fait, elles peuvent s'acquérir avec la pratique, et cela même alors qu'on est à l'âge adulte. Et nos expériences antérieures avec la musique, elles peuvent aussi influer. Par exemple, ceux qui jouent d'un instrument depuis leur plus jeune âge, eh bien, ils sont quand même plus susceptibles de développer l'oreille absolue. Et une exposition dès 3 ans, par exemple, semblerait donner des prédispositions pour développer l'oreille absolue. Donc l'oreille absolue ne serait pas un talent inné, mais elle pourrait être acquise par l'entraînement. Et c'est la psychologue Ayako Sakakibara qui a inscrit 24 enfants à un programme de formation conçu pour entraîner l'oreille absolue grâce à un professeur de piano. Et à l'issue de cette formation, les enfants avaient tous acquis la faculté si convoitée. Il y a Nussbaum à Chicago qui montre aussi qu'avec une brève formation, eh bien, certains adultes ont appris à se souvenir des notes et qui s'en souvenaient même des mois plus tard. Bon, cela étant dit, on pourrait s'attendre à ce que ceux qui ont l'oreille absolue y réussissent mieux dans le domaine musical que ceux qui ne l'ont pas, mais en fait, c'est pas toujours vrai. D'autres recherches prouvent que ceux qui ont l'oreille absolue, en fait, ils peuvent aussi se tromper sur la justesse des notes. Moralité, être précoce, eh bien, ça nous donne un avantage sur les autres, mais ça ne détermine pas l'individu à exceller dans le domaine concerné. Et notre développement mental et nos aptitudes, elles ne sont pas déterminées par l'ensemble de nos gènes, c'est-à-dire notre génome, mais elles découlent des coévolutions dynamiques du social, du psychologique et du biologique qui ont lieu au cours de notre vie utérine et puis ensuite de notre enfance et puis tout au long de notre existence. Alors ça, c'est à l'échelle individuelle. Qu'est-ce qu'il en est au niveau du groupe humain ? Par exemple, quand on considère que les hommes ils sont plus capables de raisonnement abstrait que les femmes auraient plus de capacités verbales que les hommes, ou alors que les noirs seraient plus sportifs, qui couriraient plus vite, que les enfants de parents riches réussissent mieux à l'âge adulte, etc., etc., etc. Et le débat se résume ici à savoir si l'on peut imputer les hiérarchies économiques et sociales entre catégories humaines à des facteurs qui seraient purement biologiques. C'est-à-dire à justifier les inégalités sociales par l'idée que certains groupes posséderaient naturellement des prédispositions naturelles différentes qui expliqueraient leur position sociale. Alors raisonner de cette façon, ça impliquerait que l'accès à la réussite en faveur des hommes riches et blancs serait quelque chose de naturel qui serait dû à des prédispositions biologiques et ça ne serait finalement pas du fait des inégalités sociales et des discriminations. Donc c'est un positionnement qui implique quand même pas mal de conséquences. Mais alors qu'est-ce que nous dit la science sur ça ? Alors l'histoire des sciences et de la génétique au XXe siècle, elle va nous renseigner sur l'instrumentalisation de la génétique qui va finalement légitimer l'infériorité des femmes, des noirs et de ceux qui n'étaient globalement pas au pouvoir. Et s'en sont suivis le développement de thèses racialistes et suprémacistes qui ont mené notamment à des politiques ségrégationnistes, à l'idéologie nazie et puis évidemment au génocide de la Seconde Guerre mondiale. Et durant cette période, se sont développés les instituts de génétique et d'eugénisme en France et aux États-Unis. Et à l'époque, l'eugénisme concernait les recherches biologiques qui étaient destinées à améliorer la race humaine en sélectionnant le patrimoine génétique des générations futures. Et même si ces instituts aujourd'hui ont disparu, eh bien l'idéologie selon laquelle on pouvait comprendre l'individu au travers du prisme de ses gènes, eh bien elle est restée très présente et elle revient même comme une grande préoccupation moderne.
Alors évidemment, on n'étudie plus les races biologiques et on ne publierait plus aujourd'hui un article plaidant l'infériorité des femmes, mais les vestiges de ces idées eugéniques, elles persistent quand même encore dans le monde scientifique. Et par exemple, en 1994, il y a 2 politologues, Murray et Ernstein, qui publient un livre dans lequel ils soutiennent que les pauvres, et en particulier les noirs pauvres, sont intrinsèquement moins intelligents que les blancs, ou bien que les asiatiques, et que les différentes trajectoires sociales, elles résultent de QI innés différents entre les races. Donc autrement dit, la stratification sociale et les inégalités seraient pour eux le résultat de capacités intellectuelles propres à chaque personne. Alors ces thèses, évidemment, ça rappelle celles de l'eugéniste Galton au XIXe siècle. Alors, outre le fait qu'il ait inventé le concept de régression vers la moyenne, dont nous avons parlé dans la vidéo sur Kahneman, et dont nous reparlerons dans la vidéo sur Taleb, dans Le Cygne noir, eh bien Galton, il encourageait aussi les individus intelligents à se marier et à avoir beaucoup d'enfants, tandis que les individus moins intelligents devaient être encouragés à moins se reproduire. Et les 2 thèses dont nous venons de parler, eh bien, arrivaient à la même conclusion glaçante. C'était qu'il fallait cesser de tenter d'améliorer les conditions matérielles des enfants pauvres, parce qu'en fait, ça encourage les femmes pauvres à faible QI à avoir plus d'enfants. Et ces 2 politologues, et Galton le premier, considèrent que les gens peuvent et doivent s'en sortir par leur propre capacité, par une sorte d'individualisme. Alors, ce qui a eu des impacts sur les discours des politiques publiques aux États-Unis, parce que le livre de Murray et Ernstein est devenu un best-seller du New York Times dès sa sortie. Et Murray est ensuite devenu un chercheur émérite au centre du groupe conservateur et il a sans aucun doute énormément influencé la politique d'immigration américaine. Et dans son livre, on peut d'ailleurs lire que les immigrés latins et noirs exercent, du moins à court terme, une certaine pression à la baisse sur la distribution de l'intelligence. Et cet argument a été repris par l'ex-président, peut-être futur président Trump, qui parlait de trop d'arrivées en provenance de pays, je cite, merdiques. Et d'autres auteurs ont contribué à exprimer l'opinion que différents groupes de population héritent de capacités mentales différentes. Il y a eu Steven Pinker qui est prof à Harvard et auteur d'ouvrages à succès sur la psychologie évolutionniste. Vous avez aussi Jordan Peterson qui est un célèbre psychiatre canadien. Et tous ces gens-là qui ont ces positions que l'on dit innéistes amènent à considérer que si on réussit, c'est qu'on a l'intelligence pour y arriver, le bon patrimoine génétique pour dominer. Et que si on échoue, eh bien, c'est qu'on n'a pas le bon gabarit génétique pour y arriver. Et cette naturalisation en fait, des inégalités sociales va opérer finalement une confusion qui est problématique entre les effets génétiques et les différences sociales, ethniques et culturelles. Alors, cela étant dit, il ne faut pas quand même exclure la génétique du débat, mais il faudrait peut-être développer une meilleure compréhension. Et ce sont les chercheurs, finalement, qui ont la responsabilité éthique de communiquer de façon claire sur le fait que les inégalités, en fait, elles ne peuvent pas être naturalisées et renvoyées à notre biologie. Et ignorer les impacts sociaux et environnementaux sur les attributs cognitifs, eh bien c'est tout simplement une erreur scientifique qui est vraiment profonde. Alors, en reprenant un petit peu la phrase mythique de Simone de Beauvoir sur les femmes, l'auteur en fait applique ce même adage à la richesse et à la pauvreté, c'est-à-dire elle se pose la question. Elle pose l'adage « on ne naît pas pauvre, on le devient ». Et en fait, on va hériter de nombreux traits de nos parents, des traits physiques, des traits culturels, des croyances. Et aussi, avec un peu de chance, on va hériter d'un capital économique. Mais est-ce qu'on hérite aussi de leur talent et de leur capacité cognitive ? Autrement dit, à quel point les gènes de nos parents, ils influencent nos trajectoires de vie et notamment notre réussite scolaire.
Alors en 1869, ce bon vieux Galton dont on parlait tout à l'heure, il publie Le génie héréditaire et il estime que la fréquence à laquelle les talents s'observent dans une même famille est plus qu'une coïncidence. Et après avoir identifié plus de 400 personnalités de renom parmi les scientifiques, les poètes, les musiciens et les peintres, il constate qu'il y a un pourcentage élevé de ces personnes qui provenaient de familles éminentes. Et donc pour Galton, le génie, ça va être une donnée familiale qui se transmettrait de génération en génération. Alors si on suit ce raisonnement, ça devrait se refléter dans le parcours académique des enfants, de ces 10 génies. Et en fait, c'est ici ce que veut vérifier l'auteur. Alors l'éducation, c'est l'une des interventions environnementales qui a le plus d'importance dans le développement des enfants. Mais tout d'abord, il faudrait qu'on se mette d'accord sur ce qu'est le niveau d'intelligence. Alors si on veut le mesurer, il faut savoir à quoi il renvoie. Alors l'intelligence générale, elle est définie par la capacité d'une personne à effectuer un travail mental qui est complexe. Et ça, c'est la définition la plus courante que l'on ait dans l'imaginaire populaire. Et l'héritabilité, elle, c'est la mesure de l'influence génétique. Et elle est généralement évaluée par une analyse statistique complexe. Le contexte familial, il est évidemment déterminant dans la réussite sociale et professionnelle. Les avantages matériels, culturels et sociaux que les enfants vont recevoir de leurs parents, évidemment, vont jouer un rôle majeur. Et en matière de talent, il serait tentant de ne pas tenir compte de l'environnement familial partagé pour entretenir cette espèce de magie qui auréole les capacités hors du commun de certains individus. Mais pour éviter ça, il faut absolument démêler les effets des environnements partagés de ce qui renvoie à l'influence des gènes. Donc il faut comparer le comparable et il faut collecter des données auprès d'un grand nombre de personnes, c'est-à-dire au moins plusieurs milliers. Et une grande étude sur le séquençage du génome a été effectuée sur 1 131 881 individus avec 2 conclusions assez déroutantes. Première conclusion, les enfants qui ont eu des scores polygéniques élevés, c'est-à-dire une grande probabilité de développer des caractéristiques de réussite scolaire, ces enfants-là qui ont eu ces scores les plus élevés, ils ont tendance à atteindre plus d'années de scolarité, à construire des carrières professionnelles plus réussies et à accumuler plus de richesses. Soit. Deuxième conclusion, les enfants ayant des scores polygéniques élevés, ils ont aussi tendance à grandir dans des milieux socio-économiques plus aisés. Conclusion générale, il existe une corrélation certaine entre la réussite scolaire et le niveau de richesse. Et à première vue, on aurait donc tendance à croire que les enfants sont génétiquement déterminés à être riches ou pauvres, que les familles avec un QI plus élevé, eh bien elles atteindraient des niveaux de scolarité plus élevés pour construire de meilleures carrières et accumuler plus de richesses. Donc réussite, fortune et mérite social seraient inscrits dans les gènes. Et si on suit ce raisonnement, encore une fois, eh bien les personnes riches, elles seraient dotées d'un patrimoine génétique finalement de luxe, alors que les pauvres, au contraire, n'en bénéficieraient pas pour leur permettre de briller. Mais nous pouvons aussi interpréter ces résultats d'une toute autre manière, à savoir, les familles riches semblent avoir un QI supérieur, car ce QI est influencé par les facteurs environnementaux. Et donc, les inférences inverses selon lesquelles les gens sont pauvres en raison de leur patrimoine génétique sont totalement injustifiées. Ironiquement, 5 études sur 3 continents montrent que les enfants de familles riches avec des scores polygéniques élevés ont toujours plus de réussite socio-économique à l'âge adulte que les enfants de familles pauvres avec des scores polygéniques également élevés. Autrement dit, l'enfant avec le score polygénique le plus faible,
mais avec un père au revenu le plus élevé, a plus de chances d'avoir un diplôme universitaire que l'enfant qui a un score polygénique le plus élevé, mais avec un père ayant le revenu le plus bas. Autrement dit encore, un enfant pauvre, très favorisé génétiquement, il a moins de chances de réussir que l'enfant riche, le plus défavorisé génétiquement. Mais alors comment expliquer que l'importance de l'héritabilité va diminuer dans les familles à faible revenu? Alors en réalité, dans les environnements qui sont favorisés, généralement ce sont aussi des environnements qui sont beaucoup plus stables, eh bien le potentiel génétique a finalement tout le loisir de se réaliser et de développer capacités et compétences. Alors qu'à l'inverse, dans les milieux défavorisés, qui sont généralement plus désorganisés, eh bien les potentiels sont sujets finalement aux pressions sociales et ont une destinée qui est moins linéaire et beaucoup plus arbitraire. Conclusion, les gènes n'ont pas la même influence dans tous les environnements. C'est-à-dire qu'un avantage génétique initial qui est conféré par les gènes, eh bien, il va se multiplier dans un environnement qui est nourrissant, qui offre des expériences d'entraînement et de renforcement, alors que dans un environnement qui est désavantagé, eh bien, ces conditions de vie matérielles sont réduites et ça va affecter le contexte d'apprentissage. Alors, par exemple, quand on parle d'héritabilité de la taille humaine, elle est beaucoup plus élevée dans les pays qui sont riches, car la maladie et la nutrition y sont beaucoup plus développées. De la même manière, plus une famille est riche, plus l'environnement est stable, plus les enfants vont hériter des traits de leurs parents. Et si l'existence de scores polygéniques était associée à la génétique par le corrélat d'un héritage social privilégié, eh bien, en matière de science, il faut se garder de confondre corrélation et explication. L'idée que le succès des personnes dans les professions d'élite, elle est due à leur supériorité génétique, c'est tout bonnement farfelu. Parce que tout individu, il est façonné à la fois par les gènes et aussi par l'environnement. Et toute tentative de vouloir classer les gens selon leur fameux score génétique, sans finalement prendre en compte les déterminants environnementaux, eh bien c'est une très mauvaise interprétation de la science. On ne peut comparer que le comparable. Les conditions matérielles, c'est-à-dire tout ce à quoi est confronté un enfant, tout ce qui le stimule et lui permet d'exercer son intelligence, eh bien toutes ces conditions-là sont déterminantes, au même titre que son environnement géographique et la culture dans laquelle il évolue. Alors justement, en parlant de culture, comment la culture influence les apprentissages ? Par exemple, l'apprentissage précoce de la marche dans certaines tribus africaines, on attribuait cet apprentissage vraiment très précoce à des capacités qui étaient innées. Or, Charles Super, qui est prof de développement humain et de sciences familiales, prouve que en fait, ça va être dû au fait que ces enfants, ils sont plus souvent portés par leur mère en position verticale. Et que la position allongée de l'enfant ne représente que 10% de leur temps d'éveil. Et lorsque ces nourrissons sont finalement extraits de leurs conditions environnementales, quand elles ne sont plus dans leur tribu mais qu'elles vont en ville, eh bien elles perdent cette tradition de portage et elles perdent aussi la capacité précoce de la marche. Et ça prouve quoi ? Ça prouve que ce n'est pas lié à un héritage génétique. Et toute société formalise des exigences et des compétences particulières qu'elle considère devoir être transmises à ses membres. Et l'investissement dans des compétences particulières plutôt que dans d'autres leur permet de développer des formes d'intelligence différentes. Toute forme d'intelligence et de talent n'a donc pas la même validité dans tous les contextes culturels. Ce qui se construit sur le plan cognitif chez l'enfant et qui se traduit en compétences, ça n'est pas universel. Ça dépend de la culture dans laquelle on est,
laquelle culture valorise certaines capacités, certaines compétences au sein de ses membres, qui ne seront pas les mêmes d'une culture à l'autre. Donc le talent serait donc moins une histoire de dons génétiques qu'une histoire de politique de la parenté, des opportunités de s'exercer ou encore d'une identité culturelle d'un groupe. Et ça nous amène au mythe le plus ancré sur les capacités innées, c'est le mythe de la supériorité des athlètes noirs. Alors les Africains et les Afro-Américains, dans notre esprit, seraient naturellement plus sportifs. Ils auraient des os plus gros, des muscles plus puissants. Alors, est-ce que c'est un problème, moralement, éthiquement, de considérer qu'une population donnée, elle a des capacités plus importantes que la moyenne? Eh bien, ça devient un problème quand cette tendance à généraliser, elle repose sur quoi? Eh bien, elle repose sur l'idée que ça vient du fait qu'ils sont noirs et que ça impliquerait un certain type génétique. Et ça devient problématique quand on étiquette les personnes à peau foncée comme noires et que l'on considère qu'un trait que l'on trouve chez un noir se retrouvera chez tous les noirs. Or, pour ça, il faudrait démontrer que les différences génétiques entre blancs et noirs peuvent démontrer les différences athlétiques et qu'il existerait systématiquement des différences entre les blancs et les noirs. Or, une nouvelle fois, on ne peut valider ni l'un ni l'autre parce que la race, ce n'est ni génétique ni biologique, mais c'est une construction sociale de soi. Et le terme race, il apparaît vers le XVIe siècle et le racisme, ça consiste à croire qu'il existe des races humaines et que certaines d'entre elles sont supérieures aux autres. Et le racisme, il connaît une popularité croissante avec notamment le récit de Léon l'Africain, qui prend comme sujet des populations qui vivent au sud du Sahara et propage des stéréotypes comme la paresse, la lubricité, la tendance à voler, à dissimuler ou encore la robustesse et l'endurance physique des personnes noires. Et ce discours d'apparence savant, eh bien, c'est une aubaine pour les planteurs coloniaux qui vont utiliser ces arguments pour fonder leur système esclavagiste sur des arguments rationnels. Et en 1735, c'est le naturaliste suédois Linnaeus qui invente le terme « homo » pour homme, sapiens, sage, et qui observe que tous les hommes ne se ressemblent pas et il va créer 4 sous-ensembles de l'espèce humaine auxquels il va attacher des caractéristiques. Alors il y a l'Americus, qui est l'Indien d'Amérique, et qui est décrit comme tenace, content, libre et gouverné par la coutume. Il va y avoir l'Européaus, qui est l'Européen, qui est léger, vif, inventif et gouverné par les rites. Il va y avoir l'Asiaticus, donc l'asiatique, qui est sévère, hautain, avare, gouverné par l'opinion. Et enfin, l'affaire, pour l'Africain, qui est rusé, lent, négligent, gouverné par le caprice. Et en 1749, Buffon, qui est un autre naturaliste, explique que le type humain originel, le plus proche de la perfection, évidemment, c'est l'Européen, parce qu'il évolue dans un climat tempéré, alors que les autres types humains, subissant des climats extrêmes, eh bien, ils sont lourds, ils sont grossiers, ils sont stupides. Et son livre, intitulé Histoire naturelle, il a joué un très grand rôle dans la construction de l'orthodoxie raciale. Et les idées de Linnaeus et de Buffon vont contaminer complètement la politique et la philosophie de grandes personnalités des Lumières, comme Voltaire, qui va prétendre que les Noirs sont tellement différents eh bien, qu'ils ne peuvent appartenir à la même souche que le reste des races humaines. Et les études sur l'ADN montrent aujourd'hui qu'il n'existe pas de groupe de personnes dont les traits ne se chevauchent pas et aucune de ces innombrables études n'a réussi à identifier des traits biologiques qui seraient exclusifs à une population ou à une autre. Et donc tous les humains,
appartiennent à une seule espèce et il n'y a pas de division entre les variétés de personnes, contrairement à celles qui séparent les espèces d'animaux. Et les caractéristiques superficielles telles que par exemple la couleur de peau, la forme du nez ou des yeux, eh bien ils n'ont aucun lien avec nos caractéristiques profondes que sont nos tissus, notre sang, la structure de nos organes, et ils n'ont aucun lien avec notre humanité. Mais alors, comment on explique que les coureurs kenyans soient beaucoup plus rapides que les blancs? Alors en réalité, ce sont des individus de la vallée du Rift au Kenya qui remportent toutes les médailles. Autrement dit, le succès de la course à distance attribuée à tout le continent africain, il se concentre finalement sur une tout petit point de la carte en Afrique. Et les coureurs originaires du reste de l'Afrique, en fait, ils remportent quasiment jamais aucune médaille. Et pour le comprendre, en fait, il faut savoir que le Kenya, il a une altitude moyenne de 1850 mètres. Et en s'entraînant en altitude, les coureurs de ce pays, ils développeraient la capacité à consommer de l'oxygène avec un rendement qui serait supérieur aux autres athlètes du même niveau. Et leur terrain d'entraînement en côte et qui est accidenté, eh bien il forgerait aux coureurs des petits mollets qui seraient adaptés à la course à pied de compétition. Alors, parallèlement, on a aussi une autre théorie qui est beaucoup moins racialisée et qui a tenté d'expliquer la prédominance des athlètes afro-américains dans certains sports. Et ça serait finalement dû à un statut socio-économique. Parce que certains afro-américains envisageraient leur capacité sportive et leur participation aux compétitions comme un vecteur de réussite. Et dans de nombreuses populations précaires, eh bien le sport s'est perçu comme une issue plutôt que comme un loisir et ça nécessite moins d'investissement financier en matière d'équipement et d'accès aux installations comme par exemple le basket et le foot ou encore la course à pied. Alors qu'à contrario, des sports comme le baseball ou le hockey, qui peuvent être assez coûteux, eh bien, se voient inaccessibles pour les Afro-Américains. Il y avait seulement 7,7% des joueurs pros de baseball en 2017 qui étaient afro-américains. Et en 100 ans, eh bien, il y a seulement 70 joueurs noirs de baseball qui ont fait partie de la ligue. Donc cette théorie, elle est un peu plus convaincante que les théories racialistes qui sont finalement assez dangereuses parce qu'elles sont liées aux croyances que l'on dit essentialistes. Et l'essentialisme, c'est un courant de pensée selon lesquels les individus se définissent entièrement par leur caractère dit essentiel, c'est-à-dire par exemple le sexe ou l'origine ethnique, autant que de caractères liés à la naturalité. L'essentialisme, il ne prend pas en compte l'environnement ou la dimension sociale pour analyser un phénomène. Et l'idée que notre QI, c'est un produit de nos gènes plutôt que de notre environnement, ça revient en force dans nos sociétés modernes. Alors par exemple avec le livre de Nicholas Wade, qui est un ancien correspondant au New York Times, qui a écrit Un héritage gênant, où il soutient que en fait, nos cerveaux, ils ont évolué différemment d'un groupe à l'autre et que ça aboutit à des différences ethniques et raciales dans les scores de QI. Et même si la communauté scientifique des généticiens elle a réagi violemment à ce livre, eh bien, il semble encore peu probable que la science raciale disparaisse de sitôt. Et au 19e siècle, il y avait Herbert Spencer qui est créateur du darwinisme social, c'était un philosophe, et l'anthropologue Sir Francis Galton, comme on a parlé tout à l'heure, qui ont fait de la pauvreté, du sexe et de la race eh bien, un symptôme de dégénérescence. Et plus récemment, des personnes comme Murray et Einstein s'inscrivent dans le même courant de pensée et ils utilisent la scientificité des tests de QI pour montrer que la science, qui est prétendument objective et apolitique, eh bien, elle appuie le fait que les personnes les plus dominantes du monde, eh bien, elles sont naturellement et biologiquement déterminées à dominer.
Et l'historien Clarence Carrière, qui lui soutient que l'utilisation de tests d'intelligence comme moyen d'établir une méritocratie, c'est devenu une méthode de justification sociale des différences de classe et de discrimination qui sont basées sur le sexe et la race. La mesure de l'intelligence, ça devient dès lors une façon de convaincre une personne de sa propre valeur sociale. Et cette mesure d'intelligence, elle devient un stabilisateur de classe sociale en faisant croire à la classe inférieure que sa place dans la vie, eh bien, ce n'est pas vraiment et pas arbitrairement déterminé par le privilège, le statut, la richesse et le pouvoir, mais que c'est finalement une conséquence du mérite qui est distribué de manière équitable. Donc, il apparaît au mieux que le test, c'est une construction suspecte. Et historiquement, les premiers tests de QI, ça s'est fait au début du XXe et ça comportait de nombreuses questions qui étaient quand même culturellement chargées. Et au fil du temps, les tests sont devenus un peu moins biaisés et se sont avérés utiles, évidemment, pour mesurer certaines aptitudes mentales, mais à un instant T. Mais est-ce que les scores sont fixes pour toute la vie ou est-ce qu'ils évoluent ? Eh bien, une façon de tester cette hypothèse, ça serait de mesurer si le score s'améliore lorsque l'on apprend. Et si tel est le cas, eh bien, ça montrerait que le niveau d'éducation, qui est purement environnemental, on est d'accord, eh bien, affecte les scores. Alors, il y a une grosse méta-étude en 2018 sur 600 000 participants qui constate une amélioration de 1 à 5 points de QI en seulement une année supplémentaire d'éducation et que les effets persisteraient tout au long de la vie. Donc en fait, ça souligne à quel point l'intelligence a une composante environnementale et l'éducation semble être la méthode la plus cohérente, la plus robuste et la plus durable pour accroître cette intelligence. Alors, au vu de tout ça, qu'est-ce qu'on peut faire des sciences génétiques ? Il n'y a absolument rien dans les faits scientifiques ou dans le code génétique humain qui laisserait penser que la couleur de peau, le sexe ou la classe sociale soient prédictifs de l'intelligence. La science raciale, c'est tout simplement une mauvaise science, ou plutôt, ce n'est pas de la science. L'enseignement de la génétique de l'intelligence et de l'histoire des sciences, elle peut éclairer l'utilisation abusive de la génétique au détriment par exemple des femmes, des groupes minoritaires et de ceux qui, en général, n'occupent pas des positions de privilège et de pouvoir. Alors, d'où vient le talent s'il n'est pas inscrit dans nos gènes ? Est-ce qu'on peut tous devenir excellents en nous entraînant sans relâche ? La réussite des transclasses, des prodiges et des personnes aux capacités exceptionnelles, est-ce que finalement ça s'explique par plus d'efforts ? Et ça, c'est l'objet de la troisième partie qui s'intitule « Le talent dans la sueur ». Alors, il y a un proverbe libanais qui dit que la goutte incessante creuse la pierre. Et quand on demande aux gens d'indiquer la raison de leur talent ou de leur succès, on obtient souvent des réponses qui impliquent le travail acharné ou ses variantes comme la discipline, les sacrifices, l'effort et la persévérance. Alors ce à quoi nous réagissons avec approbation, les enseignants, les parents et même les chercheurs qui sont sous l'emprise de la théorie de l'effort acquiescent évidemment avec bienveillance toutes ces réponses. Alors évidemment, bien sûr, l'effort et la pratique, ce sont des facteurs déterminants de l'excellence, mais comment est-ce qu'ils façonnent le cerveau ? Et dans quelles conditions, mais aussi avec quelles limites il le fait ? Alors, de nombreuses expériences ayant comme sujet des personnes ordinaires qui se sont prêtées à l'exercice de recevoir une grande quantité d'informations pour des compétences sollicitant fortement la mémoire, jusqu'à réussir des performances exceptionnelles ont été menées. Et quand on assiste à des prouesses intellectuelles, sportives ou artistiques, on assiste en réalité non pas à l'expression d'une génétique avantageuse, mais à l'aboutissement de ce processus invisible d'exercice, de maîtrise graduelle et de concentration solitaire. Et de cette connaissance,
Et cette connaissance se façonne si lentement qu'elle finit par être acquise sans qu'on en soit conscient. Les découvertes modernes montrent que le corps peut se retrouver radicalement modifié par l'expérience, mais la plasticité du cerveau est encore plus impressionnante. Et on sait aujourd'hui que le cerveau a la capacité de se développer, mais aussi de se modifier en adaptant ses réseaux et ses structures, et ce tout au long de la vie. Alors au début du XXe siècle, les neuroscientifiques ont abordé le mystère de l'apprentissage et de la mémoire en tentant de savoir comment le cerveau se souvient des choses et comment les événements le façonnent. En 1949, Hebb découvre que la mémoire provient de l'activation répétée des synapses. Synapses, ce sont des régions de contact entre deux neurones. Les expériences provoquent des actions répétées et renforcent les synapses. Et au bout d'un certain nombre de répétitions, eh bien, un seuil est dépassé et on retient par exemple les paroles d'une chanson. Alors ce phénomène se produit aussi lorsque nous apprenons à avoir peur ou à contrôler nos pulsions, à ressentir de l'empathie ou encore à jouer d'un instrument ou à devenir plus coordonné à vélo, etc., etc. Donc le renforcement synaptique, il peut se produire dans tout le système nerveux et à tout âge. Et la mémoire, elle repose donc sur le renforcement synaptique, mais sur de nouvelles synapses qui peuvent aussi se régénérer lorsque l'on stimule notre cerveau. Et à présent, nous savons qu'à tous les âges, non seulement ce que nous vivons peut modifier le nombre de synapses et de branches neuronales, reconfigurer les circuits, mais aussi stimuler la genèse de nouvelles cellules. C'est ce qu'on appelle la neurogénèse, c'est-à-dire la création de nouveaux neurones. Et ainsi, une expérience soutenue, elle peut modifier la taille de certaines parties du cerveau en quelques mois seulement, le changer jusqu'à ce que le cerveau ne se rappelle même plus ce qu'était son expérience du monde avant l'apprentissage. Et après avoir pratiqué un sport ou un instrument, eh bien la connaissance peut se retrouver encodée dans une mémoire implicite, au point que l'on finit par ignorer l'origine de notre compétence, et ça va produire une sorte d'amnésie qui est induite par l'expertise. Et nous avons tellement automatisé nos gestes et nos connaissances que nous avons oublié que nous les avons apprises. Autrement dit, plus vous êtes bon, moins vous vous souvenez de ce que vous venez de faire. Et une grande étude sur la pratique musicale a démontré que 10 000 heures serait finalement le seuil nécessaire à l'expertise. Mais alors, qu'en est-il des personnes qui exercent mais qui n'excellent pas, par exemple? Toutes les heures d'entraînement, finalement, eh bien, est-ce qu'elles se valent? Alors, dans nos activités quotidiennes, la plupart des individus s'efforcent d'exercer sans effort. Dès que l'on atteint un niveau de performance acceptable, en fait, le processus d'autonomisation commence, ce qui arrête prématurément tout développement ultérieur. Et c'est en ça que la pratique des experts diffère de la nôtre, parce qu'en fait, eux arrivent à résister aux automatismes. Le psychologue Olivier Houdet du CNRS de la Sorbonne s'intéresse à la fonction d'arbitrage qui nous permet au moment approprié d'interrompre ces automatismes. Et en fait, il note que dans certaines situations, les sujets ils sont enclins à commettre des erreurs élémentaires de logique déductive, et ce, même si ces derniers connaissaient parfaitement les règles de logique ou d'algorithme en jeu. Parce que nos pensées réfléchies, elles sont facilement entravées par ces automatismes. Et finalement, il en faut très peu pour que ces pensées soient court-circuitées. Et Piaget pensait que notre système logique mûrissait à l'âge adulte, se substituant au système illogique de l'enfant. Mais cette conception du développement de l'intelligence plutôt linéaire, elle a été réfutée par ce fameux Kahneman dont nous avons parlé, et de ces deux systèmes de la pensée. Et selon lui, et à tout âge, notre système cognitif se composerait de deux systèmes. Donc le fameux système 1 qui est rapide, intuitif et émotionnel, et le système 2 qui est plus lent, plus réfléchi et qui produit des pensées logiques.
Et selon lui, toujours dans l'optique de dépenser le moins d'énergie possible, nous avons d'abord recours au système 1, puis ensuite nous mobilisons le système 2 si le premier n'arrive pas à répondre aux impératifs en jeu. Et résumer la pensée cognitive en système, eh bien c'est un peu réducteur, mais ça a quand même le mérite de fournir un cadre pour étudier les nombreux biais cognitifs. Et apprendre, ce serait donc intégrer de nouvelles données, mais aussi apprendre à lutter contre les automatismes issus de nos nouveaux apprentissages. Il faut donc s'entraîner à douter, ralentir, prendre plus de recul vis-à-vis de ses émotions et réaliser qu'elles sont subjectives. Réfléchir à son propre processus de pensée. Et c'est ça que l'on appelle le contrôle métacognitif. Il faut apprendre à penser contre soi. Et la recette de l'excellence, eh bien, elle paraît jusque-là réalisable. Une résistance à l'automatisme, des objectifs centrés sur la maîtrise et non sur la performance immédiate, une tolérance à l'erreur comme moyen de s'auto-ajuster et une patience pour en tirer des leçons puis itérer jusqu'à franchir délibérément de nouveaux niveaux et contrôles pour nos actions. Autrement dit, à ce niveau, il peut apparaître qu'il suffit de vouloir apprendre pour pouvoir apprendre. Il suffirait de vouloir pour pouvoir. Et si on croit à l'accomplissement personnel comme le résultat d'un travail dur et individuel, eh bien on comprend que les personnes qui réussissent sont souvent fières de leur parcours. Mais on comprend aussi que les personnes qui échouent à accomplir beaucoup considèrent qu'elles ne peuvent s'en prendre qu'à elles-mêmes. Mais c'est en quelque sorte assez trompeur, puisque comme nous l'avons vu, les facteurs individuels seuls, aussi inspirants soient-ils, ne suffisent pas à prédire l'excellence. Et la fin du mythe des 10 000 heures, c'est la théorie de pratique délibérée qui ne tient compte ni de l'efficacité des stratégies de pratique, ni du rôle d'autres facteurs potentiellement influents, par exemple les opportunités d'apprentissage, l'appétence, les croyances des apprenants. Et la combinaison de l'effort et du travail routinier n'explique qu'une petite partie de la variance des performances. Un effort a besoin d'un support informationnel, c'est-à-dire savoir où et quand trouver l'opportunité, et il a aussi besoin de support logistique, c'est-à-dire savoir comment utiliser l'effort à bon escient. Et enfin, il a besoin d'un soutien psychologique, avoir ce qui permet de maintenir le désir quand la route est pénible. Et l'adage méritocratique nous dit que le travail acharné nous ouvre toutes les portes. Mais que signifie vraiment travailler dur ? Fait-on référence au nombre d'heures travaillées, au niveau d'effort dépensé dans le travail ? Et si c'était la durée et l'intensité du travail que notre société valorisait, alors finalement on récompenserait ceux qui travailleraient dur pendant de longues années. Or, ceux qui travaillent le plus sont ceux qui sont le moins bien payés et les moins valorisés. Les livreurs, les porteurs de valises, les serveurs, j'en passe, et des meilleurs. Clairement, le travail, pour qu'il se transforme en succès, c'est pas une question de sueur. Il y a tant de choses qui influencent notre chance de vouloir réussir. Alors quand on dit quand on peut, on veut, comme pour le QI, en fait, plus l'environnement est instable et plus il devient difficile de prédire la trajectoire des individus. Et ça nous rappelle le facteur de réussite le plus déterminant qui reste quand même les parents, mais pas au travers de l'héritage qui en découle, mais de ce que l'argent permet d'acheter, c'est-à-dire une éducation d'élite. Et l'école, c'est ainsi quelque chose qui est considéré par la plupart d'entre nous comme un moyen d'ascension sociale ou économique, la possibilité de s'élever grâce à son talent. Mais il y a de grandes études nationales qui montrent que le lien très stable entre l'origine sociale des individus et leur position sociale existe. Alors, la mobilité, est-ce que c'est lié à la quantité de travail, à la qualité du travail ou à l'investissement scolaire ? D'une manière quasi universelle, les groupes de statut élevé
ont la capacité de préparer leurs enfants mieux que d'autres groupes sociaux aux attentes des organisations scolaires. La recherche montre que les parents aisés parlent plus souvent à leurs enfants, ils leur font plus souvent la lecture, ils leur offrent des environnements d'apprentissage qui sont plus stimulants. Parce qu'en fait, ils ont plus souvent un niveau d'instruction eux-mêmes élevé. Ils savent comment fonctionne le système, ils savent comment le maximiser pour leurs propres enfants. Ils utilisent aussi un langage qui est plus varié avec leurs enfants, qui est plus complexe. Ils passent plus de temps avec eux, ils pratiquent un meilleur développement socio-émotionnel. Ils ont aussi de plus grandes attentes envers leurs enfants et ils les encouragent plus volontiers. Et au fil des épreuves, la mobilisation des ressources économiques et culturelles des parents, elle va de plus en plus impacter la quantité et la qualité du travail des enfants, jusqu'au goulot d'étranglement que sont les classes prépa ou grandes écoles et où déjà manifestement les admis sont en grande majorité issus des milieux les plus fortunés des classes supérieures. Et donc le talent et l'effort sont certes des avantages qui sont appréciés, mais la meilleure chose à faire pour réussir, ça reste quand même de naître dans un foyer riche et instruit, à l'image de la transmission de ce que Bourdieu nommait l'habitus. Et finalement, la notion de mérite, selon la philosophe Chantal Jacquet, je cite, se vide de tout son sens car on ne saurait considérer comme ayant démérité ceux qui n'ont pas eu la force de s'efforcer et ceux qui s'efforcent mais ne réussissent pas. Et il semble que lorsque l'on étudie les histoires familiales des génies comme Mozart, Tiger Woods, les sœurs Williams, eh bien, il apparaît que ce sont la pratique et le soutien approprié qui sont essentiels plutôt que le talent naturel. Et ces exemples sont le brillant témoignage du rôle des opportunités familiales dans la formation de l'excellence. Cette espérance que les parents placent en leurs enfants est également observée dans les histoires des enfants qui sont transclasses. Alors, est-ce qu'on peut parler d'une magie des circonstances ? La culture pop, elle regorge d'idées reçues concernant le génie, et l'une d'elles, c'est que le génie œuvrerait seul dans une grotte, un garage ou un lavabo avec son seul travail acharné sur la base de ses idées originales. Mais la vérité, elle est souvent moins romantique, puisque les créations surviennent plutôt au bout d'un cheminement qui est souvent collectif, pavé de circonstances qui dépassent et qui conditionnent l'individu créateur. Que les découvertes et les inventeurs collaborent ou non avec d'autres, en fait, ils font souvent un usage considérable des progrès réalisés par leurs contemporains et leurs prédécesseurs. Et toutes les révélations faites par le passé deviennent comme des avantages cachés, invisibles aux autres. C'est l'impression que nous avons lorsque nous pensons aux prix Nobel que nous considérons comme des inventeurs et des innovateurs solitaires, et cela traduit finalement une méconnaissance de tout le processus collaboratif indispensable qui caractérise toute percée technologique et sociale. Les examens des théories par les pairs, les tests font partie du processus collectif qui permettent les avancées scientifiques. C'est aussi la raison pour laquelle les chercheurs se concentrent dans les grandes universités. En fait, c'est pour maximiser le potentiel d'interaction, d'échange, de comparaison et d'enseignement mutuel entre eux. Et sans technique, eh bien, le don n'est rien qu'une sale manie. C'est la qualité et non la quantité de pratique qui fait avancer les choses. Et on pourrait aussi parler du sac à dos invisible lorsque l'on sait que pour réussir, il faut avoir accès au bon système d'entraînement, ce qui implique parfois de vivre dans la bonne ville, la bonne famille ou d'avoir le bon prof ou le bon dispositif d'entraînement. Et les personnes qui ont en effet quelque chose d'inhabituel, ce n'est pas dans leur gène, mais dans leur éducation, leur entourage, l'époque à laquelle elles sont nées et les multiples hasards de leur trajectoire intime. Alors la partie 4 qui s'intitule « Les prophéties qui se réalisent » essaye de nous expliquer ce que veut dire finalement croire au talent.
Alors l'idée du talent, elle est coriace, hein. Si le génie n'est pas issu d'un don divin, eh bien alors il serait dans les gènes. Et s'il n'est pas dans les gènes, eh bien alors il serait dans le travail et le sacrifice, selon le rêve américain. Alors pourquoi cette image romantique du talent, c'est un problème? Eh bien parce que par certains aspects, ça naturalise les inégalités sociales, ça essentialise des groupes à un trait et enfin, ça finit par être un instrument pour justifier un ordre du monde et une distribution injuste des ressources et du mérite. Et la psychologie nous apprend que les individus utilisent des hypothèses implicites sur eux-mêmes et sur le monde pour donner un sens à des événements complexes et assimiler de nouvelles informations dans leur vision du monde existant. Et ça joue un rôle important dans la formation, de la motivation, du comportement et de la persévérance dans un domaine donné. La psychologue Carol Dweck de Stanford explique qu'attribuer la créativité et l'intelligence à un talent mystérieux, eh bien ça a des conséquences individuelles très sérieuses. Parce que ça nous fait croire que ces capacités sont fixes et qu'elles ne peuvent pas être développées. Ainsi, ça contribuerait à arrêter de s'essayer parce qu'on se dit qu'on n'a pas le don. Si, en revanche, nous pensons que le talent n'est pas impliqué dans nos réalisations futures, nous avons alors toutes les chances de persévérer. Et ainsi, la culture du génie, elle a nourri dans l'imaginaire collectif des conceptions erronées sur des personnes exceptionnelles. Il y a deux conceptions des mindsets, qui sont les états d'esprit, qui se font face. Il y a celle de l'état d'esprit fixe, où notre intelligence et nos capacités sont fixes et inaltérables, et il y a celui de l'état d'esprit de croissance, où nos qualités de base peuvent être cultivées grâce à l'effort et aux bonnes stratégies d'apprentissage, c'est-à-dire apprendre à apprendre. Et ces deux mindsets façonnent nos approches devant la réussite. Ceux qui sont dans un état d'esprit fixe, en fait, ils vont mettre l'accent sur les objectifs de performance, c'est-à-dire ils vont préférer avoir l'air intelligent, prouver leurs capacités, et ils auront tendance à éviter les défis, alors que ceux qui sont dans un état d'esprit de croissance, ils vont mettre l'accent sur des objectifs d'apprentissage. Ce qui rend la mentalité de croissance si attrayante pour Dweck, c'est qu'en fait, elle va créer une passion pour l'apprentissage plutôt qu'une soif d'approbation comme dans l'état d'esprit fixe. Et les personnes dans le mindset croissant ne sont pas découragées par l'échec parce qu'en fait, elles considèrent que c'est quelque chose qui est apprenant. Et par ailleurs, les personnes à l'état d'esprit fixe pensent que si elles travaillent dur, c'est qu'elles n'ont pas de capacité et que les choses leur viendraient naturellement si c'était le cas. Et ça signifie que chaque fois que quelque chose est difficile pour elles, ça va nécessiter des efforts. C'est comme une menace. Et Dweck écrit que ceux qui avaient une mentalité de croissance avaient une idée très simple de l'effort, l'idée que plus vous travaillez dur, plus votre capacité grandira, et que même les génies ont dû travailler dur pour leur réalisation. Et ceux qui ont une mentalité de croissance ont déclaré que après un revers à l'école, par exemple, ils étudieraient simplement plus ou différemment la prochaine fois. Et dans un des mondes, l'effort est une mauvaise chose. Il signifie que vous n'êtes pas intelligent ou pas talentueux, puisque si vous l'étiez, vous n'auriez pas besoin d'effort. Et dans l'autre monde, l'effort, c'est ce qui vous rend intelligent et talentueux. Et devant un test, l'état d'esprit fixe qui donne une mauvaise réponse classe cet événement dans les échecs et ne montre aucun intérêt à entendre la bonne réponse. Alors que l'état d'esprit croissance, en revanche, va être très attentive aux informations susceptibles de les aider à élargir leurs connaissances. Donc, en d'autres termes, leur priorité est d'apprendre. Non le piège binaire du succès et de l'échec. Mais d'où naissent ces mindsets ? Alors pour répondre à cette question, il faut d'abord répondre à une autre question. C'est: sommes-nous libres d'agir ? Quand nous croyons que le talent et l'effort sont les clés de la réussite, nous croyons
en somme que nos traits intellectuels et notre libre arbitre sont la cause, sont la source consciente et ultime de chacune de nos actions, et non les déterminants extérieurs à nous. Et selon cette conception individualiste, nous devenons seuls garants de notre succès, de notre santé, de notre classe sociale, de nos chances dans la vie. Et ces présupposés accompagnent la fiction de ce qu'on appelle les transclasses. Alors, comment les croyances des enseignants peuvent se traduire par une différence de performance scolaire de leurs élèves ? La perception des enseignants et notamment leurs croyances implicites sur l'intelligence semble façonner leur propre comportement et leurs interactions avec les élèves. Les comportements particuliers engendrés par ces attentes, elles influencent la performance des élèves. Il y a une étude des années 70 par le sociologue Ray Rist qui observe pendant 3 années le comportement d'instituteurs et la trajectoire scolaire d'enfants de ghettos américains qui ont 5 ans. Et il conclut que le destin de certains était scellé dès les 8 premiers jours d'école maternelle. Parce qu'en effet, au bout d'une semaine de classe, l'instit avait déjà identifié les élèves rapides, les élèves lents, et il les avait assignés à des tables de travail différentes. Les plus rapides au premier rang et les autres derrière. Donc, comme on pouvait s'y attendre, l'enseignant a passé la majorité de son temps et de son énergie avec les élèves du premier groupe. Et de manière tout aussi prévisible, cette discrimination a entraîné un manque d'intérêt et de l'agitation dans les rangs les plus éloignés. Et cette dépréciation par l'enseignant des rangs les plus éloignés a été rapidement perçue par ceux du premier rang, qui ne manquaient pas de les ridiculiser « je suis plus intelligent que toi ». Et progressivement, les élèves lents ont intériorisé l'image que l'enseignant leur renvoyait et ont commencé à manifester un retrait pour les tâches scolaires et de l'hostilité envers les autres. En 1974, le psychologue Rosenthal propose sa théorie des 4 facteurs. C'est un modèle qui identifie 4 grandes catégories de comportements par l'intermédiaire desquels les enseignants traitent différemment et plus favorablement les élèves pour lesquels ils expriment des attentes élevées. Premièrement, le contenu pédagogique et le mode de présentation des tâches d'apprentissage, ce qu'on appelle l'input. Deuxièmement, ce sont les sollicitations et opportunités d'expression octroyées aux élèves, ce qu'on appelle l'output. Troisièmement, la relation des enseignants à la prestation des élèves, le feedback. Et enfin, le climat socio-émotionnel des interactions verbales et non verbales avec les élèves, the climate. Et la compréhension qu'ont les enseignants de la nature de l'intelligence influence le processus d'enseignement, études, apprentissage et leur pratique en classe en général. Ceux qui croient en l'intelligence fixe, ils sont susceptibles de développer des attentes rigides. Ils considèrent ne pas contrôler la destinée des élèves, et en particulier des plus faibles, qui ne serait après tout qu'une histoire de dons. Et ils vont se focaliser sur les talents des élèves et ils estiment que leur rôle est d'évaluer équitablement les réalisations des élèves. A l'inverse, les enseignants qui souscrivent à la théorie de l'accumulation progressive, ils sont plus à même de développer des attentes flexibles. Et ils peuvent considérer exercer un contrôle sur la réussite des élèves, y compris les plus faibles, puisqu'il s'agit de guider correctement leurs expériences et de leur fournir un entraînement approprié. Et ces enseignants mettent en avant les progrès et les objectifs d'apprentissage. Les performances et les réalisations des élèves ne sont donc pas jugées pertinentes. Les étudiants ne sont pas encouragés à rivaliser et à comparer leurs réalisations avec d'autres étudiants. Ils cherchent plutôt à analyser leurs propres progrès et apprentissages. Autrement dit, la différenciation devient la base de la pratique pédagogique pour ces enseignants.
Et la façon de parler aux étudiants, elle peut aussi avoir un rôle important. Les enseignants à mentalité fixe semblent protéger les étudiants qui sont jugés faibles des défis et de toutes sortes de critiques et utilisent des commentaires réconfortants. Alors que les enseignants à mentalité de croissance donnent plus courageusement des conseils avec des commentaires critiques, honnêtes, par exemple avec les termes « pas encore » qui laissent de l'espace et offrent de l'espoir d'amélioration et de motivation pour continuer. Et un facteur clé, c'est ici le feedback que ces enseignants donnent à leurs élèves et qui façonne l'opinion des élèves sur leurs propres capacités et influence leur réalisation. De la même manière, lorsque les parents considèrent que leur garçon est plus intelligent que leur fille, cela peut façonner l'estime de soi des enfants et la perception qu'ils ont de leurs propres capacités. Alors, un des mythes les plus anciens et le plus dur à déconstruire, c'est celui quand même du cerveau féminin. Il existe une croyance populaire selon laquelle la forme des organes reproducteurs donne des qualités fondamentales ou essentielles qui font des personnes ce qu'elles sont. Cette croyance, en fait, elle soutient que les hommes et les femmes, elles sont naturellement différents dans leur intelligence, leur agressivité, leurs compétences mécaniques, la visualisation de l'espace, l'empathie, l'amabilité et j'en passe et des meilleurs. Ce genre de vérités qui sont dites essentialistes, elles ont été réfutées au fil des siècles, mais elles subsistent toujours dans les manuels de développement personnel. Et au XIXe siècle, le mouvement suffragiste, c'est-à-dire le premier sursaut féministe, a vu se lever contre lui une cohorte de scientifiques masculins qui s'empressaient de vouloir démontrer combien il serait nocif de donner du pouvoir aux femmes, à la fois pour elles-mêmes, mais aussi pour l'ensemble de la société. Et pour Darwin, il était tout à fait clair que les femmes, en tant qu'êtres moins évolués que les hommes, étaient des membres inférieurs de la race humaine. La taille de la tête a longtemps été la preuve de la taille du cerveau, et ce notamment avec Gustave Le Bon, fervent défenseur de la théorie, qui inventa un céphalomètre portable qu'il prit partout avec lui pour mesurer la tête des gens. Ces courants de pensée amènent aux théories eugénistes de Galton, et pour le bien de l'humanité, il fallait privilégier la reproduction de ceux qui avaient de gros cerveaux et stériliser les imbéciles. Et c'est Alice Lee, première femme diplômée de l'Université de Londres, qui montre que le plus éminent des chercheurs a finalement une taille de tête très petite, tout comme l'examinateur le jour de son examen. Et cela a créé par magie un grand nombre de convertis instantanés à la conclusion que relier la capacité du crâne à l'intelligence était évidemment ridicule. La craniologie avait donc fait son temps. Vient ensuite la science de la phrénologie de Franz Gall, qui se centrait sur la cartographie des différentes zones de compétences. Zone des émotions, zone de l'instinct, le cerveau droit, le cerveau gauche, mais le manque de fiabilité des mesures ainsi que l'absence de vérification des théories avancées par des expériences de recherche ont fait tomber cette discipline dans le discrédit au milieu du XIXe siècle. Puis arrive l'idée de complémentarité des groupes, la femme privée et attentionnée comme complément de l'homme public et rationnel. Et c'est Jean-Jacques Rousseau qui s'enthousiasme de la domestication de la femme, sa constitution plus faible et ses compétences maternelles uniques, la rendant inapte à toute forme d'éducation ou d'activisme politique. À la fin du XXe, les nouvelles technologies permettent enfin de voir le cerveau, et les images séduisantes ont alimenté des représentations parfois fausses dans des publications populaires ou des livres de coaching, aggravant l'idée que les hommes viendraient de Mars et les femmes de Vénus. Et des changements hormonaux ont aussi été invoqués comme la raison pour laquelle les femmes devraient être tenues à l'écart des postes de pouvoir et d'influence. Le terme œstrogène du grec oistrus, qui veut dire désir fou, et génane, reproduire, donnait déjà le ton sur les attentes que la société avait envers les corps qui les produisent. Mais il n'existe pas d'études qui montrent que ces substances chimiques liées à la capacité des femmes à devenir mères leur donneraient une émotivité inadaptée, voire irrationnelle.
Les croyances qu'il existe des différences câblées dans les cerveaux masculins et féminins a généré des attitudes préjudiciables et des différences dans la manière dont on enseigne aux garçons et aux filles dès le plus jeune âge.